BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bienvenue dans le club BFM Crypto et comme tous les jeudis, on va répondre à vos questions sur cette émission pendant toute une demi-heure avec mes experts. Morgane Ellandu, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane, comment allez-vous? Très bien, merci. Ravie de vous retrouver dans cette émission. On va encore essayer de répondre à... Il y a plein de questions différentes, vous allez voir, qui sont tombées dans notre boîte aux lettres. Stéphanie Frey est également avec nous, senior manager chez Coin House. Bonjour Stéphane. Bonjour Sandra. Ravie de vous retrouver aussi dans l'émission. Vous nous avez posé plein de questions. Fiscalité, je suis un peu étonnée d'ailleurs, fiscalité, comme c'est bizarre. On en parlait hors antenne et on va en reparler évidemment tout à l'heure, mais aussi d'investissement, de où en sont certains projets, en tout cas des questions très intéressantes. Vous continuez à nous écrire, crypto@bfmbusiness.fr et on vous répond toutes les semaines. BFM Crypto, le club, c'est parti. Allez, première question, on entre dans le vif du sujet. Guillaume vous demande, pour vous Stéphane, en termes de fiscalité en France, si par exemple j'investis 5 000 € entre janvier et juin 2024 sur une plateforme centralisée et qu'en novembre je retire 2 000 €, toujours depuis ce même compte, est-ce que j'ai besoin de le signaler ou de payer des impôts dessus, sachant que je retire moins que ce que j'ai mis, donc pas de plus-value pour le moment. Alors, je vais essayer d'expliciter. Le calcul n'est pas forcément bon, mais je vais essayer d'expliciter la manière dont le fisc aimerait qu'on fasse les choses. Donc, les 5 000 € initialement investis, juste avant de retirer les 2 000 €, ils peuvent valoir soit plus que 5 000, soit moins que 5 000. Mettons qu'ils vaillent 8 000, c'est juste un calcul. Dans ce cas-là, il y a un gain potentiel de 3 000. Le contribuable retire 2 000. En fait, il devra être fiscalisé puisqu'il y a une plus-value, 3 000 par rapport à 5 000, ouais. Et ça sera prorata de ce qu'il retire. Il retire un quart, donc il va retirer, en gros, il va devoir déclarer une plus-value de un quart de 3 000 €. Inversement, il aurait pu n'avoir que 4 000 €, ces 5 000 deviennent 4 000, il retire 2 000, donc c'est la moitié, mais là il est en moins-value latente, donc il a une moins-value de 500 € dans ce cas-là. Donc oui, il faut le déclarer, c'est ça qui est un petit peu compliqué quand on fait des retraits ou quand on repasse en fiat en cours d'année, parce qu'il faut non seulement... Enfin, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir la trace de l'ensemble de son portefeuille, et c'est la plus ou moins-value latente qui est cristallisée au moment où on fait le retrait. Et c'est là où il faut calculer des pourcentages. C'est bien d'avoir un acteur qui vous aide à faire ça. Il y a des gens sur la place en France, en tout cas, qui sont spécialisés là-dedans. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des acteurs français qui le font très bien. Et où vous avez juste, et on en parlait tout à l'heure, à envoyer finalement l'ensemble de vos transactions et eux se chargent finalement de faire votre déclaration. Il faut littéralement avoir fait une école d'ingé cette année pour remplir notamment ce formulaire 2086, cette annexe-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, il ne faut absolument pas pour autant, même si c'est difficile, sous-estimer la fiscalité en France, d'autant que le fisc s'intéresse beaucoup aux cryptos cette année, encore plus l'année prochaine, même si le système va certainement s'améliorer. Donc on est d'accord, Morgane, qu'on ne fait pas l'impasse, quoi. On ne fait pas l'autruche. Pas l'impasse, non. Jamais. Cassandra vous demande, Morgane, est-ce que Caspa peut avoir un avenir prometteur? A-t-il du potentiel à long terme? Oui, alors Caspa, c'est peut-être intéressant d'expliquer qu'est-ce que Caspa pour ceux qui ne connaîtraient pas. Caspa, il est souvent comparé à Bitcoin. Il est appelé le Bitcoin 2.0. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'équipe qui a fondé ce projet-là, donc c'est une Layer 1, une blockchain, ils ont voulu à la fois être très proches de Bitcoin, de répondre à l'idéologie de Satoshi Nakamoto avec le Bitcoin, mais en même temps d'avoir une scalabilité qui est importante. Alors c'est un projet qui est jeune, Caspa, c'est 2021, donc le cycle dernier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois ils ressemblent à Bitcoin sur plein d'aspects, mais en même temps ils sont quand même très différents. Les deux aspects qui distinguent Caspa, par exemple, de Bitcoin ou des autres altcoins qu'on peut connaître, d'autres blockchains, c'est notamment la gestion des blocs. On a un bloc toutes les 10 minutes sur la blockchain de Bitcoin. Et quand le mineur a mis toutes les transactions dans le bloc, il va proposer le bloc pour qu'il soit validé et il va ensuite être ajouté sur la blockchain principale. Nous, c'est 10 minutes sur Bitcoin. Et en fait, ça se fait de manière linéaire. C'est-à-dire qu'on doit attendre que le premier bloc soit validé et ensuite on va avoir un deuxième bloc, un troisième bloc. Et donc, en fait, le nombre de transactions, il est quand même limité en quantité. Par contre, sur Caspa, on va avoir une gestion qui est un peu différente. On va avoir plusieurs blocs en même temps qui peuvent contenir du coup plus de transactions qui seront acceptées sur la blockchain principale. L'autre grosse différence avec Caspa et d'autres projets, c'est la gestion notamment des blocs orphelins.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bloc orphelin? Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. En fait, c'est quand deux mineurs, notamment sur Bitcoin, vont avoir un bloc qui est valide, vont avoir un bloc et au même moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va en accepter un qui sera ajouté sur la blockchain principale. Malheureusement, le deuxième, il ne sera jamais ajouté sur la blockchain principale. Ce que ça veut dire pour le mineur, ça veut dire qu'il a dépensé de l'énergie, de l'électricité, et qu'en fait, finalement, ce bloc, c'est un bloc orphelin. Sur Kaspa, ils ont décidé de pouvoir intégrer ces blocs orphelins sur la blockchain principale de Kaspa. Donc ça, c'est les deux différenciations du projet Kaspa avec Bitcoin, mais aussi avec les autres blockchains. Et en fait, finalement, ce qu'ils ont voulu faire, c'est suivre le consensus de Nakamoto, c'est-à-dire qu'on a quand même une proof of work. Donc on fonctionne comme avec Bitcoin, avec des mineurs qui vont miner cette fois-ci non pas du Bitcoin, mais bien du Kaspa. On a quand même une différence sur l'algorithme qui est utilisé, mais bon, ça c'est peut-être pas nécessaire de le spécifier. Ils ont aussi cette idée que la chaîne la plus longue va être choisie, va être privilégiée, et aussi la propagation des transactions. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment des similitudes avec l'idée initiale de Satoshi Nakamoto, mais quand même des grosses différences. Et une autre différence, c'est leur halving. Nous, on a un halving tous les 4 ans, tous les 210 millièmes blocs sur la blockchain de Bitcoin. Et bien, sur Kaspa, ça va être tous les mois qu'il y aura une division de la production en fait, du Kaspa. Et ça veut dire que le Kaspa est limité? Kaspa est limité, on en a 28 milliards, si je ne me trompe pas, alors qu'on a 21 millions de Bitcoin. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est la date butoir de création. Bitcoin, ça va s'arrêter en 2140 et Kaspa, c'est bientôt par rapport à Bitcoin, c'est en 2036. Donc ça, c'est une date quand même à garder en tête si on s'intéresse à Kaspa et qu'on investit dans ce projet-là. Ce que je dirais, c'est quel est le potentiel, parce que c'était ça la question. C'est l'adoption, comme tous les projets. Est-ce que c'est utilisé? Est-ce qu'il y a des utilisateurs? Est-ce qu'il y a des développeurs qui s'intéresseront à Kaspa? Est-ce qu'il y aura une utilisation concrète par des projets qui peuvent prendre de l'ampleur? Dans ce cas-là, oui. Maintenant, Kaspa est jeune, 2021, comme je l'ai dit, donc très spéculatif, mais c'est vrai que dans l'idée d'avoir une blockchain qui est proof of work et qui a une scalabilité qui est quand même très importante, on a un bloc toutes les secondes sur Kaspa, et depuis la mise à jour crescendo, si je ne me trompe pas, en mai, on a 10 blocs toutes les secondes par rapport à 10 blocs toutes les 10 minutes sur Bitcoin. Donc c'est extrêmement scalable, et c'est vrai que c'est un bon joueur dans cette catégorie-là, donc pourquoi pas. Question subsidiaire, on disait cette semaine dans l'émission, Lilian Aliagal disait que les altcoins ne vivaient pas leur plus belle période, qu'il fallait trouver les projets qui se trouvaient derrière ces altcoins et que il y en avait de moins en moins qui se faisaient, même s'il y en a encore évidemment, mais que peut-être que les beaux jours des altcoins étaient derrière eux. En tout cas, c'était pas forcément une très bonne période. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Tu veux y aller, Stéphane ? Je peux essayer de répondre à ça. Effectivement, ce qui caractérise un petit peu le cycle dans lequel on se trouve, c'est qu'il y a eu relativement peu d'innovation en termes d'utilisation. Donc pour les gens qui utiliseraient les projets, les services des blockchains ou des cryptos associés. Contrairement au cycle précédent où on avait vu la DeFi, donc qui avait quand même ouvert un champ des possibles avec potentiellement toute la finance qu'on connaît traditionnelle, mais mise sur la blockchain, avec les NFT qui ont donné également libre cours à toute une imagination. Et en fait, ce qui manque, je pense, dans le cycle actuel, finalement, c'est quelque chose d'équivalent qui fasse un petit peu rêver. C'est une sorte d'equity story, comme quand il y a eu, on va dire, la bulle Internet dans les années 2000, sur les marchés des actions. Les marchés sont partis dans tous les sens parce qu'en fait, c'était l'imaginaire qui courait en disant, avec ça, on pourra faire ça, on pourra faire ça. Du coup, les investisseurs se précipitaient sans forcément savoir où ils mettaient les pieds, mais il y avait cette projection. Ouais. Ce qui nous manque, pour moi, finalement, dans ce cycle-là, c'est cette capacité à nous projeter et finalement à investir un petit peu à tout va. Oui, souvent, il y a de l'argent un peu perdu, mais c'est aussi une manière de rémunérer des gens, des porteurs de projets, qui, sans cet argent, ne se lanceraient pas. Et en fait, on a besoin, à un moment donné, qu'il y ait des risques qui soient pris. Et c'est un peu la contrepartie. Ouais, et le risque, effectivement, il est que dans le cycle actuel, qui est quand même plutôt avancé si on se réfère au passé, puisqu'il devrait se terminer, encore une fois, si le passé se reproduit, entre, on va dire, septembre et novembre. À l'automne, on va essayer de faire un petit peu large. Le truc, c'est qu'on est déjà très avancé. Donc, parier maintenant sur une très forte alt season, le fait qu'il y ait on va dire une grosse montée sur les altcoins par rapport à BTC, ça devient
de plus en plus compliqué. En fait. Ouais, c'est un peu court en fait. En fait, ce cycle est surtout extrêmement différent des autres cycles qu'on a vécus, même s'il y a des similitudes et on va voir ce qui va se passer. Il a commencé très fort avec un ATH avant le halving, ça n'était jamais arrivé, une montée aussi importante avant cet événement. Normalement, c'est 3 à 6 mois par après. Donc c'est vrai que l'institutionnalisation du Bitcoin, le fait qu'on ait tous ces ETF, spot Bitcoin depuis janvier 2024, ça a un peu changé la donne. Et ce qui est très intéressant, c'est la dominance effectivement de Bitcoin par rapport aux altcoins, qui est incroyable. Tant mieux pour les maximalistes, mais effectivement, pour ceux qui ont beaucoup d'altcoins, pour l'instant, on est un petit peu à la traîne. Alors, ce cycle étant différent, peut-être que justement, on a commencé par Bitcoin et que les altcoins vont petit à petit se démarquer. Je pense que c'est toujours une possibilité. On va voir évidemment ce qui va se passer. Ça va probablement commencer sur Ethereum, la deuxième crypto mondiale, et ensuite, Ethereum pourrait peut-être prendre avec lui une partie des altcoins. Tous les altcoins, peut-être pas, mais c'est toujours une option. On va voir ce qui va se passer, mais le cycle est encore large et peut-être que cette fois-ci, il va déborder et qu'on va aller sur 2026. Enfin, ça va être très intéressant d'observer. Oui, effectivement, il faut observer et puis il faut toujours garder en tête qu'on fait ça sur du long terme et qu'il faut regarder un petit peu, analyser ce qui se fait. On est là pour ça aussi. Robin vous demande, Stéphane, que pensez-vous du projet de la famille Trump, le World Liberty Financial? Alors, juste peut-être pour rappel, ce projet-là, c'est un projet de finance décentralisée où l'idée générale, c'est de rendre accessible la finance à tout le monde. C'est la philosophie qu'il y a derrière. Aujourd'hui, ce projet-là, il a un coin qui le représente, qui est un token de gouvernance, donc qui ne donne pas énormément de droits, et je viendrai après sur pourquoi, dont 60% sont détenus par Trump et sa famille, et avec 75% des intérêts économiques qui reviennent à la famille Trump. Donc, quelque part, malheureusement, c'est presque un projet centralisé, contrairement à ce qui est annoncé de la finance décentralisée. C'est contrôlé par... Votre intermédiaire sera Trump. Globalement, oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est un très bon avocat des cryptos et certainement de son projet. Oui, donc mais bon... pendant au moins encore 3 ans et demi, vous avez un super avocat. La contrepartie, c'est qu'il y a quand même des vraies questions de conflit d'intérêts. Oui. Qu'il faudrait se poser. Aujourd'hui, ce projet-là, il a un principal, actif, qui est l'USD1, qui est un stablecoin, qui aujourd'hui a à peu près 2,2 milliards ou 2,3 milliards d'encours, dont 2 milliards qui sont liés à un achat d'une prise de participation de l'État d'Abu Dhabi dans Binance, qu'ils ont fait, donc pour 2 milliards, qu'ils ont fait à partir de l'USD1. Il y a un vrai enjeu sur les stablecoins. Ils sont en train de réguler en ce moment. Il y a le Genius Act. En fait, il se passe beaucoup de choses sur les stablecoins. C'est un moyen pour plein d'acteurs, et dont le plus gros Tether, d'avoir accès à du financement sans forcément redonner la rémunération associée à ce financement aux porteurs de jetons. Et donc, c'est des gens qui bénéficient d'une situation, d'une forme de rente. Aujourd'hui, Tether, c'est plusieurs milliards de dollars par an de bénéfices. Je crois que c'est peut-être plus gros que BlackRock en bénéfices. Bénéfices pour l'entreprise, vous l'avez dit. Alors que c'est quelques dizaines ou quelques centaines d'employés. Ouais. Un business model le plus simple possible. Donc voilà, donc il se passe quelque chose. Je ne sais pas si Trump, dans son idée, finalement, son seul projet qui l'intéresse, c'est d'avoir un gros stablecoin, parce qu'il se dit, ça serait pas idiot d'avoir plusieurs dizaines de milliards de ce stablecoin-là, ça va me rapporter 4%, merci Monsieur Powell, contrairement à ce qu'il peut dire. Et ça, c'est de l'argent gratuit qui tombe dans ses poches. Voilà. Donc le projet, il est en soi intéressant, pas vraiment innovant, pour moi très biaisé avec un acteur qu'on connaît, mais qui est un bon avocat aujourd'hui de ce projet. Mais je ne serais pas étonné qu'à un moment donné, le projet puisse être attaqué par plein de gens. Tout cet aspect-là, ça fait peut-être du bien au secteur, ça fait de la communication sur le secteur, ça régule, mais c'est vrai qu'on sait que beaucoup de projets tombent directement dans aussi les poches de la famille. Comme vous dites, il y a quand même des questions de conflit d'intérêts sur lesquelles peut-être les autorités se pencheront après son deuxième mandat. Parce qu'effectivement, il y a ce projet-là, il y a le token Trump qui est sorti, le token Melania, qui marche moins bien, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là et ils ont levé plusieurs centaines de millions de dollars en vendant des tokens au marché primaire qu'ils ont réinvestis ailleurs, notamment dans Ethereum, si je ne dis pas de bêtises.
encore une fois, ils profitent de leur position et de leur exposition. Sachez-le, ils sont les premiers bénéficiaires, a priori, effectivement. Morgane, il y a Alex qui vous dit « Je m'intéresse depuis plusieurs années au projet Flux, qui est également très actif sur LinkedIn et avec qui le géant Nvidia a récemment signé un partenariat. Ce projet est en concurrence directe avec les grosses infrastructures cloud. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet déjà ? Et est-ce qu'il est réellement possible qu'un projet blockchain innovant puisse concurrencer les mastodontes ? Oui, alors Flux, il se positionne dans une catégorie qui est très intéressante. Quand on sort de Bitcoin, on va sur les altcoins, alternative coin, toute crypto qui n'est pas Bitcoin est un altcoin. On a les layers 1, Bitcoin, Ethereum, on a les layers 2, Lightning Network, Arbitrum, on a les real world assets, on en a déjà parlé, tokenisation des actifs réels, et on a les DePIN. Le DePIN, en fait, c'est un réseau d'infrastructures qui est décentralisé et qui va permettre, en fait, de permettre à un utilisateur blockchain de mettre à disposition sa puissance de calcul qui vient en fait de son propre matériel informatique qu'il a. Et en fait, dans cette catégorie-là du DePIN, effectivement, le Flux, il se positionne extrêmement bien. Le but de Flux, c'est surtout de proposer quoi ? De proposer du stockage, de proposer de l'hébergement, de la puissance de calcul, j'en ai parlé, et de l'hébergement, effectivement, qui va être décentralisé. C'est là toute la puissance, en fait, du Flux et du DePIN. Flux, il a eu une adoption qui est assez intéressante parce qu'en fait, il a hébergé énormément de projets Web3, mais pas seulement, des projets aussi Web2. Et c'est ça qui fait un peu sa particularité à Flux. Alors, la question, est-ce qu'il peut rivaliser, par contre, avec les leaders mondiaux qu'on a aujourd'hui ? Donc, c'est-à-dire AWS, c'est-à-dire Amazon. Je pensais aussi à Azure, peut-être de Microsoft, Google Cloud. C'est très compliqué. En fait, il pourrait techniquement le faire puisqu'il a été créé pour ça. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté peut-être pour certaines entreprises d'aller chercher une forme de décentralisation, d'avoir une souveraineté de ces données et d'avoir une sécurité qui est renforcée. Dans ce cas-là, oui, Flux est un partenaire idéal. Par contre, ça va être très niché. Techniquement, il peut le faire. Économiquement, ça va être extrêmement compliqué pour un projet comme Flux de pouvoir se mettre en concurrence face à des mastodontes, enfin Amazon, Microsoft, Google, c'est pas des petits joueurs. Et puis, ils ont des moyens qui sont colossaux. Donc, en fait, Flux, il devrait aussi avoir des moyens qui soient beaucoup plus importants pour pouvoir rivaliser avec eux. Par contre, je pense que comme Flux a eu des mises à jour qui sont très intéressantes dernièrement, le Flux Med, donc là, il s'intéresse au secteur médical, ils veulent aider les hôpitaux, tout ce qui est soins de santé. Il y a aussi eu des grosses mises à jour d'un point de vue de la privacy, ça s'appelle Arcane, et ils ont fait des modifications au niveau des rewards pour les nodes. Donc, ils sont dans l'innovation, ils sont dans le développement. Donc, dans le DePIN, c'est vrai que Flux est super intéressant. Est-ce que demain, il va faire de l'ombre à ces grands géants ? Peut-être pas. Par contre, il pourrait trouver sa niche, se développer, puisqu'il a fait un partenariat avec Nvidia. Donc, on voit qu'il a quand même la conscience de certains acteurs qui sont importants, mais ce serait complémentaire, je pense, aux leaders mondiaux qui sont pour l'instant toujours les meilleurs de leur version Web 2. Mais ce serait une belle alternative Web 3. Réponse très précise de Morgane. Et c'est ça que j'aime bien dans cette émission. C'est qu'on fait à la fois des réponses très pointues sur certains projets. Et puis, il y a Bernard qui nous pose cette question. Et j'en suis vraiment ravie. Je suis impatiente de savoir comment investir dans les cryptos de façon sérieuse et surtout de façon sécurisée. Je boursicote un peu sur un PEA. Alors là, on est face à un investisseur débutant sur la crypto, ce qui est très intéressant. On va essayer d'être vraiment très clair pour Bernard. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, Stéphane ? Alors la première chose que je conseille toujours à des gens qui ne s'y connaissent pas, c'est de lire. Parce que lire, ça coûte pas grand-chose. Ça cultive et ça nous permet d'apprendre des choses. Une fois qu'on a lu et qu'on se dit, tiens, je crois comprendre à peu près où je pourrais mettre les pieds, c'est de se dire, je vais ouvrir un portefeuille. Comment je choisis mon partenaire ? On va dire, on est en France, on a la chance d'avoir des acteurs qui sont enregistrés ou régulés. Donc je pense que c'est des gens avec qui, de manière privilégiée, il va falloir travailler. Est-ce qu'on en choisit un, deux ? Ça dépend plutôt de sa surface financière. On va dire, si on débute, on va plutôt mettre un petit montant. On veut travailler avec un seul. Après, est-ce qu'on veut un acteur français ou pas ? Ça peut dépendre de, est-ce qu'on veut être accompagné ? Il y a des acteurs qui vont vous accompagner, d'autres qui vont vous laisser seul face à votre écran. Oui. Donc là, encore une fois, il faut savoir se connaître. Il y a des gens qui veulent être accompagnés, d'autres qui se disent « Non, moi je suis hyper autonome, je l'ai toujours fait, j'ai toujours appris comme ça, et très bien ». Et souvent, d'ailleurs, ceux qui ne vous accompagnent pas sont moins chers que ceux qui vous accompagnent. C'est normal, il y a un prix à l'accompagnement. Et après, c'est par quoi commencer, sur quoi commencer à investir. Je dirais le premier pas, c'est de mettre un peu de Bitcoin avant d'aller sur des choses trop exotiques. Ensuite, on peut commencer à aller dans le top 10.
quand on commence à s'intéresser à d'autres projets. Là, encore une fois, ça vaut le coup de lire, de se renseigner sur les projets, qu'est-ce qu'ils proposent, c'est quoi les différences, avoir bien conscience qu'il y a des projets qui sont plutôt des projets d'infrastructure, des projets qui sont plutôt des services. Est-ce qu'on est capable de se projeter sur qu'est-ce que ce service va rendre à la population ou aux clients potentiels? C'est là où il faut avoir une capacité d'imagination qui est quand même un petit peu importante. On est quelque part, pour moi, pas dans du private equity, mais on est sur des boîtes naissantes la plupart du temps. Et c'est ça qui est compliqué en fait dans ce secteur-là. Autre chose qu'il faut dire à Bernard, c'est de lui dire on met une toute petite somme d'argent qu'on peut se permettre de perdre. C'est presque le coût de l'apprentissage. Si jamais ça se passe mal, si ça se passe bien, bah, tant mieux. Oui. Mais si ça se passe mal, faut voir ça comme une forme de coût d'apprentissage. Et on y va pas à pas. On met pas tout de suite tout ce qu'on avait en tête au démarrage parce qu'on sait jamais si c'est un bon point d'entrée ou pas un bon point d'entrée. Même s'il va lire sur Internet est-ce que c'est le moment d'investir, il y aura toujours quelqu'un pour dire c'est un super moment pour investir, il faut y aller. Donc, il faut faire très attention. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, il y a aussi plein de gens qui essayent de vous vendre des conseils sur Internet plus ou moins gratuits. Ça a ses limites. Ça reste votre argent, quoi qu'il arrive. Ça mérite d'exister, évidemment. Mais on est... C'est toujours très compliqué de vérifier quelque part la crédibilité de la personne qui vous donne ce conseil-là. Donc, on se renseigne bien. Donc, on se renseigne bien. Et encore une fois, ça fait partie pour moi du voyage de l'investissement. Lire, se renseigner, écouter des podcasts, regarder des émissions comme celle-ci. Finalement, ça nous cultive, ça nous fait apprendre des choses, ça nous fait grandir. Souvent, d'ailleurs, quand on parle ici, on ne parle pas que de la crypto. Genre, diversifier un investissement ou un portefeuille d'investissement, c'est quelque chose qui s'applique à tout ce qu'on fait. Voilà. Donc, il y a des fois, le bon sens aussi aide beaucoup dans ces premiers pas qu'on doit faire. Continuez à nous suivre et si vous avez des questions, Bernard, vous continuez à les poser, comme ça on y répondra évidemment. Morgane Vincent vous dit, comment se fait-il qu'avec toutes les annonces de la part de Crypto.com, Chronos n'explose toujours pas ? Petite inquiétude chez Vincent. Alors déjà, donc c'est le token CRO, C-R-O. Il est utilisé sur quoi ce token-là? Alors premièrement sur la blockchain de Chronos, et donc il va aider pour tout ce qui est DeFi, NFT, smart contract, mais il est aussi très très proche de Crypto.com. Alors ça c'est une grosse plateforme qui est quand même mondialement, je pense, connue, mais qui permet en fait l'achat, la revente de crypto, aussi de stacking, et c'est vrai qu'ils jouissent quand même, je trouve, d'une belle notoriété d'un point de vue mondial. Alors à quoi va servir le CRO sur cette plateforme? Il va permettre à aider pour réduire les frais, pour le stacking et surtout pour le cashback. C'est vrai que moi, j'ai découvert ce projet à l'époque parce qu'ils avaient des cartes Visa Crypto.com qu'ils avaient proposées, qui permettaient en fait de faire nos courses, d'aller à la pharmacie, donc de dépenser notre argent fiduciaire sur une carte Visa classique et de toucher du cashback. Donc en fait, on recevait ce fameux token CRO qu'on pouvait après convertir en Bitcoin ou en Ethereum. Chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et c'est vrai qu'ils ont eu un succès assez important avec ça. Ils ont changé les règles en un coup. Et ça, c'est très typique du projet. Vous allez voir, c'est ça un petit peu le souci qu'on a avec CRO. Et ça en tout cas, il y a une perte d'intérêt de la plupart des gens d'utiliser cette carte, mais ils ont quand même conservé une belle base de données d'utilisateurs qui croient vraiment en Crypto.com. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont des génies d'un point de vue du marketing. Crypto.com, je veux dire, ils ont fait des sponsorships, ou en tout cas des partnerships, on dirait plutôt en anglais, très intéressants avec le monde du sport, de l'UFC. Et donc, ils sont un petit peu partout. Et puis là, la bonne nouvelle dont la personne parlait, à mon avis, c'est l'ETF CRO qui pourrait aussi arriver. Donc oui, il y a des bonnes nouvelles, mais les bonnes nouvelles, elles ne se traduisent pas forcément sur le prix immédiatement. Déjà, ça, c'est la première chose. Tout comme il y a des super projets et ça ne se traduit pas forcément dans le prix des tokens aussi. Donc vraiment, ça, c'est deux notions qui sont importantes. Par contre, il y a des soucis supplémentaires pour moi chez CRO, c'est la gouvernance. Il y a une centralisation de la gouvernance qui s'est matérialisée en 2025 d'une manière très claire. En fait, en 2021, ils avaient brûlé un nombre très, très important de tokens. Brûler, ça veut dire supprimer. Oui. C'était 70 milliards de tokens CRO. Ce qui était la plus grande, je crois que c'était le montant le plus important qui avait été burné, on dit ça, donc qui avait été brûlé en un coup. Et ils étaient très fiers de ça. Et en fait, en 2025, ils ont proposé de réémettre ces tokens qui avaient disparu et la communauté n'était pas du tout d'accord. Malheureusement, apparemment, c'est quand même passé. Pourquoi ? Parce que Crypto.com possède en fait apparemment jusqu'à 80%
du pouvoir en fait de gouvernance avec les tokens qu'ils possèdent. Et donc quand eux veulent que ça passe, mais malheureusement cette réémission de ces tokens, eh bien c'est passé. Qu'est-ce que ça crée? Une perte de conscience d'une partie de la communauté. Et une blockchain, elle fonctionne sur quoi? Sur la confiance qu'a la communauté envers le projet. Donc c'est ça le petit souci aussi potentiellement avec Cro. C'est intéressant parce qu'on parlait des altcoins tout à l'heure et des autres projets. Et il veut que Cronos et que Cro explose. Et c'est ça qu'on attend, effectivement, que certains attendent de ces projets un petit peu en marge. C'est pas forcément le cas, effectivement. Il y a des choses derrière et ça n'explose pas forcément à chaque fois. Alors, un coup de gueule de Gérard, toujours dans le même domaine des coups de gueule sur ce mois, cette fin d'année fiscale. Je viens pousser un coup de gueule car j'ai passé 3 jours à essayer de comprendre comment faire une déclaration d'impôt sur les cryptos. J'ai un petit portefeuille en crypto et comme beaucoup, je m'amuse à vendre et à acheter au gré de mes humeurs. Comment retrouver et recopier 150 lignes en faisant une règle de 3 pour calculer l'imposition? L'État est fou. D'autre part, il est inadmissible de ne pas pouvoir recouper avec les moins-values boursières, l'ensemble n'étant pas un produit boursier. Rien que pour éviter ce cauchemar, je comprends qu'on puisse ne rien déclarer. C'est vrai que bon, elle était extrêmement compliquée cette année, cette déclaration, on l'a déjà dit en début d'émission. Stéphane, vous avez 1 minute pour répondre à ce petit coup de gueule. Je vais essayer d'être rapide. D'une part, encore une fois, on a dit qu'il y a des acteurs qui aident à faire ces déclarations d'impôts, donc qui sont spécialisés là-dessus, et je pense que dans ce cas-là, c'est intéressant d'aller les voir. Après, sur le fait de ne pas pouvoir compenser les plus-values avec des moins-values qu'on aurait entre 2 classes d'actifs, c'est comme si aujourd'hui, par exemple, on voulait compenser des moins-values sur un portefeuille action avec des plus-values sur un portefeuille immobilier. C'est pas possible. Voilà. L'État raisonne en silos, en grande classe d'actifs, et malheureusement, les plus ou moins values sont silo par silo. Oui, donc effectivement. Mais on est tous d'accord, hein, Gérard, on l'a eu ce petit coup de gueule, cette petite montée d'adrénaline là au moment de remplir ces formulaires. Cela dit, c'est vrai que si on dit, comme vous m'avez dit tout à l'heure, si on dit à l'administration qu'on a du mal à remplir ça, toute bonne foi, le fait d'être de bonne foi, ça compte. Exactement, on a encore le droit de déclarer sur papier finalement ces impôts et donc de dire voilà les opérations que j'ai faites, éventuellement fournir un fichier en disant je ne sais pas comment remplir ma déclaration d'impôt. Je n'y arrive pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Oui, c'est vrai, vous pouvez le faire. Et ça, c'est toujours possible. Ça fait, les gens ne l'utilisent pas, mais ça reste une possibilité. Le dernier petit truc, si vraiment vous avez envie, vous pouvez également demander à ChatGPT. Je l'ai fait sur un certain nombre d'autres sujets. Ça marche très très bien. Il connaît à peu près toutes les règles fiscales, beaucoup mieux que beaucoup de personnes. Et là, vous pouvez poser votre question comme si vous vous adressiez à votre conseiller personnel et il va vous répondre. Là, vous pouvez toujours essayer, effectivement. Il faut le prompter correctement quand même avec des détails. Merci à tous les deux. Morgane Ellandu, fondatrice de Crypto 360 et Stéphanie Fra, senior manager chez CoinHouse. Merci pour ces réponses très intéressantes. On continue à vous répondre et évidemment toute l'actu crypto, c'est tous les jours de 15h à 15h30 sur BFM Business. Passez une très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.